Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler matériel et ça va être la plus grosse vidéo matérielle de ma chaîne YouTube. Donc pour tous les anciens abonnés, bienvenue à vous puis bon courage pour cette vidéo qui va être longue mais très intéressante. Et pour tous les nouveaux abonnés et toutes les nouvelles personnes qui me découvrent sur la chaîne, bienvenue à vous. Aujourd'hui on va parler du coup de tout le matériel que j'ai utilisé au long de l'année 2022. Donc vraiment dans le moindre détail, tous les sacs que j'ai utilisés, tous les différents portages, les différents couchages, les différents sacs de couchage, matelas, vêtements, chaussures, bâtons de marche. Voilà, on va vraiment tout détailler. Donc ça va être long. J'ai envie d'être assez minutieux, quitte à ce que la vidéo vous la regardiez en plusieurs fois. Mais voilà, je pense que c'est intéressant. Donc tout le matériel que je vais vous présenter dans la vidéo, je l'ai acheté avec mon argent. Donc il n'y a aucun sponsoring. Tout ce que je vais vous dire sera du coup vraiment, il n'y a pas de biais. C'est-à-dire que vu que j'ai acheté avec mon argent, j'ai aucun lien avec les gens chez qui j'ai acheté ou chez les enseignes chez qui j'ai acheté. Donc, disons que j'ai rien à vous cacher, ça sera tout à fait honnête le retour d'expérience. Ensuite, c'est une liste de matériel que je vais vous présenter, enfin, tout le matériel que je vais vous présenter, là, le retour d'expérience, c'est du matériel que j'ai testé du 1er janvier 2022 à là maintenant, du coup, le 22 décembre 2022, donc sur quasiment une année entière. C'est du matériel que j'ai utilisé d'à peu près moins 15 degrés jusqu'à des températures de 43-44 degrés. Donc voilà, sur un panel de température assez large. Donc voilà, avec quand même pas mal de variations. J'ai testé en hiver, en printemps, en été, en automne. Voilà, j'ai testé un petit peu sur toutes les saisons. Je l'ai testé sur de la plaine, de la montagne. Principalement, voilà. Ensuite, comment va se dérouler la vidéo? Je vais vous la chapitrer parce que ça va être très long. Donc, je vais la chapitrer un peu comme pour une liste de matériel pour les gens qui ont l'habitude de regarder ce genre de vidéo. C'est-à-dire que là, on va parler du portage, voilà. Ensuite, on va parler par exemple de l'électronique. Après, on va parler du couchage et je vous chapitrerai dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez avancer, reculer, aller un petit peu aux endroits qui vous intéressent et puis sauter les endroits qui ne vous intéressent pas. Ensuite, pour terminer, je vais expliquer un peu comment je vais tourner autour des items parce que vous vous doutez bien, il y en a plein, donc je ne peux pas rentrer en détail dans chaque item que je vais vous présenter. Ce qu'on va faire, c'est quand un item est très intéressant ou pas du tout intéressant, donc quand il a bien fonctionné ou pas fonctionné, je vais y passer du temps et je vais le décrire, je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est quelque chose de bien ou de pas bien, qui n'a pas fonctionné. Par contre, à l'inverse, si c'est quelque chose que j'estime de normal, quoi, voilà, normal sans plus, pas de grande qualité, pas non plus de quelque chose de très négatif, j'y passerai vite, voilà. C'est pour ça qu'il y aura des items où ça va aller un peu plus vite, c'est histoire de pas passer non plus 4 heures sur cette vidéo, parce que ça peut aller très très vite. Allez, sans plus tarder, j'ai trop parlé, commençons tout de suite le portage. Donc dans le portage, j'ai inclus mes sacs à dos, j'ai inclus mes sacs de compression et aussi juste ici un petit sac que j'ai testé pour porter mes affaires. Commençons par les sacs à dos. Sac à dos, alors on va commencer par celui-là parce que c'est celui qui prend le plus de place. J'ai commencé l'année avec ce sac à dos, c'est un 70 litres Trexan de chez Decathlon, donc Forclaz. C'est un sac à dos pas du tout minimaliste dans le sens où le sac en lui-même fait 1,8 kg. Il est tout en nylon, donc il n'est pas étanche. À ces 1,8 kg, il faut rajouter à peu près 100 grammes de protège-sac contre la pluie. Donc c'est un sac qui va à peu près être aux alentours d'1,9 kg, 1,9 kg. C'est un très très bon sac, cela dit, moi j'adore l'utiliser, je l'ai encore utilisé hier quand je vous parle, j'ai été faire une sortie bivouac hivernale et j'ai utilisé ce sac là qui est très robuste pour l'hiver et qui fait bien l'affaire. Donc j'en suis très très content. Il y a une revue détaillée sur ce sac si vous voulez rentrer un petit peu plus en détail. Pour moi c'est un très bon sac pour quelqu'un qui débute la randonnée longue distance, qui n'a pas un très très gros budget, qui veut tester l'activité. Pour moi c'est vraiment un excellent sac. Puis en plus quand on débute, on a quand même des affaires relativement volumineuses. Pas forcément lourdes, mais en tout cas au moins volumineuses. Donc 70 litres c'est énorme. Mais au moins ça vous ne prendrez pas la tête. Moi je sais que j'aimais bien 70 litres. J'aimais bien au début parce que voilà, ça me permettait de pas trop compresser mes affaires, pas me prendre la tête.
Alors oui, c'est beaucoup. Vous pouvez prendre le même en 60 litres. Voilà, si vous débutez, ça ira très bien. 70, c'est peut-être un peu abusé. 60 litres, vous allez gagner, je crois, à peu près 100 grammes. Donc très bon sac, j'en suis très content. Et puis bah, comme vous voyez, je l'utilise encore maintenant. Parce que bah, voilà, c'est un bon sac. Ensuite, en deuxième sac à dos, donc là c'est un sac que je me suis fait faire fabriquer par un atelier, par Atelier Longue Distance. Donc c'est Jason, c'est un artisan français qui fait ça. Alors là, c'est un sac qui fait, je sais plus exactement, je vous le marque sous la vidéo combien il fait. C'est un sac sans armature, donc c'est un sac qui permet en fait de porter des choses relativement légères. Voilà, arriver à 10 kg, c'est bien. Au-delà de 10 kg, ça va être un petit peu moins confortable. Par contre, c'est un tissu qui est 100% étanche. C'est un sac qui est très léger, très minimaliste, avec un gilet pour le portage, donc il n'y a pas de ceinture ventrale. Donc voilà, donc c'est un sac pour moi qui nécessite déjà d'avoir une bonne expérience en randonnée. Et qui nécessite d'avoir des affaires légères et compactes. C'est très très important. J'en ferai une revue détaillée sur ce sac parce que je commence à avoir un petit peu marché avec. Je vous en ferai une, voilà, donc restez connectés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, comme ça bah, vous allez recevoir la notif pour le sac. C'est un très bon sac, j'en suis très très content, vraiment ultra satisfait. Mais j'en parle pas plus parce que j'en ferai une vidéo, ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, en portage, cette année, j'ai essayé une banane de chez Decathlon. Alors, c'est la plus légère. Elle se range dans sa poche intérieure, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez compact. Voilà. J'avais pris ça à la base pour mettre mon électronique, pour pas avoir à tout sortir du sac. Par exemple, à la base, j'avais pensé mettre mon drone dedans. Et puis, au final, alors ça fonctionne, hein, on peut mettre le drone, les batteries de la GoPro, les cartes SD dedans. Mais pour moi c'est très inconfortable dans le sens où on a vraiment la banane à la taille. Et puis par exemple quand on monte une marche un petit peu haute, ouais, vous voyez un rocher à escalader, quelque chose comme ça, ben, c'est pas très confortable d'avoir le drone là, à ce niveau là. Ça me gênait un peu. Ensuite ça me faisait beaucoup transpirer et ça paraît un peu idiot, mais c'est vrai que c'est pas très agréable. Et en plus de ça, j'avais déjà la ceinture ventrale de mon sac à dos, là le 70 litres juste ici. Donc du coup ça faisait vraiment, voilà, ça faisait beaucoup, puis j'ai pas apprécié, donc du coup je reprendrai pas, voilà, la banane en elle-même est bien, hein, c'est pas l'article que je critique, c'est plus l'utilité de l'article, voilà. Ensuite, en sac de compression, en sac étanche, j'ai utilisé différentes manières cette année. J'ai utilisé la manière, on va dire, un peu traditionnel entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais 3 sacs Sea to Summit, voilà, 3 sacs Sea to Summit, des sacs étanches entre guillemets, entre gros guillemets, hein, parce qu'ils sont pas non plus super solides et puis ça laisse quand même facilement rentrer l'humidité à l'intérieur du sac. J'en avais 3 où je mettais en fait un sac mon électronique, un sac mes affaires de couchage, vêtements de couchage, sac de couchage, etc. Et puis j'en avais un autre où c'est que je mettais un petit peu tout le reste qu'il ne fallait pas qu'il soit humide, par exemple mes papiers, mon électronique, voilà. Donc je fonctionnais un peu avec 3 sacs pour compartimenter mon sac. Au final, ça me faisait porter un petit peu de poids pour rien. Surtout que les sacs Sea to Summit, je les trouve pas non plus. Je sais qu'ils sont très connus, hein, puis que beaucoup d'entre vous les utilisent. Je le sais bien, mais moi spécialement, je ne les trouve pas. Voilà, c'est personnel, encore une fois, la liste de matériel que je vous présente là est personnelle. Le retour d'expérience est personnel aussi. Mais moi, j'ai pas spécialement accroché avec ces sacs Sea to Summit, je les trouve fragiles. Ensuite, je suis passé à un liner dans le sac en Ilofio que j'ai pu ici parce que il est percé, donc je l'ai jeté. C'est en gros un liner, c'est un peu le même principe que ça. C'est un gros sac qui se met dans le sac. Et du coup, bah, c'est comme si voilà, ça vous protège toutes vos affaires. Voilà. Vous ne vous embêtez pas à avoir plein de petits sacs. Vous en avez juste un gros, voilà, puis vous mettez tout dedans. Puis ensuite, vous compressez. Et les choses qui n'ont pas besoin d'être protégées par la pluie, bah, vous n'avez pas besoin du coup de les mettre dans le sac de compression parce que bah, même si c'est mouillé, c'est pas grave. Et c'est comme ça que du coup maintenant je fonctionne et c'est comme ça que je préfère. Je trouve ça plus simple et c'est un gros gain de poids et un gain aussi d'items.
parce que dans le sac, on parle souvent de gain de poids dans un sac à dos, mais un gain de volume est aussi est tout aussi intéressant qu'un gain de poids, et aussi dans une moindre mesure, même si c'est important pour moi, moins on a d'items, moins on a de chance d'en perdre déjà. Et puis c'est moins galère, voilà, à gérer, parce que au lieu d'en avoir 3 de sacs, on en a qu'un, donc on se prend pas trop la tête. Moi j'aime bien. Je vous présente celui-là de Liner parce que il vient de chez Decathlon. C'est un gros sac de compression, mais du coup c'est un sac de 25 litres. Donc 25 litres, ça vous permet de tout mettre vos affaires, sac de couchage, doudoune, polaire, micro-polaire, etc. que vous mettez pour la nuit. J'adore ce sac, c'est pour ça que je vous le présente. Je l'ai utilisé à partir du mois d'août dans mon sac à dos jusqu'à maintenant. Et puis je pense que je rachèterai peut-être pas de Nilofium l'année prochaine. Je resterai avec ce liner là. Il est un peu plus lourd. Il est un petit peu plus lourd, mais honnêtement, il est vraiment bien étanche. Il est solide. La compression se fait bien. Je vais vous montrer. J'ai fait exprès de le remplir d'air. Vous avez juste ici en fait une valve. Voilà. Et puis ça permet de venir. Ça permet de venir compresser les affaires. Puis quand vous avez fini, vous fermez la valve et puis tout reste bien compressé. Moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé ce liner et je resterai sûrement avec celui-là. Je verrai si je rachète du Nilofium ou pas. Clairement, ça me fait gagner 100 grammes dans le sac de changer de sac de compression en prenant du Nilofium. Mais bon, ça me fait encore racheter quelque chose. Donc voilà. Allez, c'est parti. Catégorie couchage, bivouac. C'est vraiment la plus grosse catégorie en termes de poids dans un sac à dos. Et aussi en termes de prix, en termes d'amélioration possible de gain de poids. Donc vraiment une catégorie importante. Et aussi la catégorie qui nous permet de faire nos magnifiques bivouacs. Désolé pour le bordel, j'ai tout mis en vrac, mais on va y aller par item. On va parler dans un premier temps des matelas. Matelas, j'en ai utilisé plusieurs. Vraiment, j'en ai utilisé 4. Alors, on va commencer par mon matelas, on va dire, où j'ai été le plus déçu. Comme ça, voilà. C'est du coup le matelas de chez Thermarest. C'est le matelas Thermarest NeoAir X-Lite en long et en large. C'est un matelas qui fait 420-430 grammes, il me semble, qui a une bonne air value. Pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est la air value, je l'explique vite rapidement. En gros, c'est la capacité du matelas à vous isoler du froid. Donc, en gros, plus la air value est élevée, plus le matelas va vous conserver au chaud. En gros, c'est ça, je fais très rapidement, mais c'est ça en gros. Donc c'est un matelas qui permet quand même de dormir à des températures d'hiver, mais assez douces, hein, genre à -1, 0 degré. C'est ce que je faisais moi et j'avais pas froid sur ce matelas. Par contre, j'ai été très déçu, c'est que c'est un matelas qui coûte cher et qui a en fait pas fonctionné par 2 reprises. Je l'ai renvoyé une première fois quand je l'ai reçu, parce que quand je l'ai reçu neuf, il avait une fuite au niveau de la valve juste ici. Donc je l'ai renvoyé, j'en ai reçu un autre qui fonctionnait, donc celui-là. Et puis quand je l'ai reçu, malheureusement, au bout de 5 nuits sur la grande traversée du Jura, je crois, les boudins se sont complètement dessoudés. Voilà. Et du coup maintenant, c'est plus un matelas plat, hein, mais c'est une grosse boule. Voilà, vous pouvez jouer avec. C'est une boule, c'est un gros ballon gonflable. Donc Thermarest, moi spécialement, j'arrête avec la marque Thermarest. C'est peut-être les plus légers en termes de rapport poids-isolation. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas les plus fiables. Il faut, moi dans mon sac à dos, j'essaye d'être le plus léger possible, avec le moins d'items possible pour être, on va dire, le plus minimaliste. Parce que c'est une approche de la randonnée que j'aime beaucoup. Voilà, partir avec peu d'affaires, histoire de ne pas trop se prendre la tête avec le matériel. Mais par contre, je suis pas dans l'optique de me dire, vu que c'est le plus léger, je vais racheter chez Thermarest. Non, c'est hors de question. Je préfère acheter un matelas de 150 grammes de plus, mais qui va me durer plusieurs années, parce que là, c'est pas la peine. Je serai sponsorisé par Thermarest. Bon, je continuerai avec Thermarest, mais là, c'est pas le cas. Donc, autant acheter une autre marque. Thermarest, franchement, moi, je suis très déçu. Ensuite, j'ai testé un petit peu, je vous parle de ce matelas-là. C'est un matelas gonflable. C'est un matelas gonflable, le même principe que le Thermarest, hein, voilà. Sauf que c'est un matelas qui est plus lourd que le Thermarest.
C'est le Decathlon. Decathlon, le Trek 500, il me semble, quelque chose comme ça. Le matelas jaune de chez Decathlon. Voilà. C'est un très bon matelas. Je le trouve plus confortable que le Thermarest. Il est moins bruyant que le Thermarest. Je vais vous comparer ça. Donc, il est moins bruyant que le Thermarest. À mon sens, il est plus confortable. J'aime bien les boudins qui sont à la verticale et non à l'horizontale. Je trouve ça plus confortable, mais là, c'est personnel. Il a moins de air value. Je crois qu'il a 2 de air value celui-là. Donc, c'est pour du 3 saisons. 3 saisons, vous n'allez pas dormir à 0 avec celui-là. Moi, je l'ai essayé. Ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc, c'est limite. Par contre, c'est un très bon matelas. Surtout pour débuter la randonnée. C'est le matelas que je conseillerais à quelqu'un. La personne qui veut un matelas gonflable, pas trop cher, quand même un petit peu isolé, confortable, robuste, c'est le matelas que je conseillerais à un débutant. C'est pas le plus léger, c'est pas le plus isolé, mais pour moi c'est le matelas en termes de rapport qualité-prix qui est vraiment correct pour un matelas gonflable. Donc j'en suis très content. Merci mon brother de m'avoir prêté ce matelas. Moi, quand mon Thermarest a crevé, j'en ai eu ras-le-bol d'acheter des matelas gonflables pour plein de raisons. Le bivouac, moi j'adore le bivouac, mais par contre, je déteste monter mon bivouac. C'est quelque chose qui me plaît pas forcément. En fait, j'aime bien quand il est monté, et puis quand je suis tranquille. Donc j'aime bien quand c'est rapide à démonter et à monter. Voilà. Ce qui m'embêtait le plus en réalité, c'était de gonfler mon matelas. Ça peut paraître idiot, mais après une journée de 35-40 km, on n'a pas forcément envie de se faire on a le droit de chier sur YouTube, sûrement, de se faire chier à gonfler son matelas. Donc du coup, je me suis laissé tenter par un matelas mousse. Donc c'est un matelas en accordéon de 2,2 d'air value, donc plus isolé que le matelas gonflable de chez Decathlon, de 410 grammes, donc du même poids que le Thermarest. Gros défaut de ces matelas, c'est l'encombrement, hein, clairement. Par contre, grande qualité, c'est que ça vaut rien. Je crois que ça coûte 15 €. Donc, par rapport à un matelas gonflable, là, c'est vraiment impressionnant. C'est indestructible parce que, admettons, même s'il se déchire, c'est pas bien grave. Vous pouvez quand même le scotcher, vous pouvez vous débrouiller. Ça prend la pluie, ça sèche vite. C'est indestructible. On peut s'en servir la journée comme siège. On peut s'en servir la journée comme matelas, on va dire, pour faire une petite sieste. Voilà, entre midi et 2, par exemple, s'il fait trop chaud. Vous pouvez vous en servir pour votre réchaud de gros parvent. Voilà, c'est un peu chiant parce qu'il faut le tenir, mais ça fonctionne. Vous pouvez vous en servir de parvent, ça fonctionne bien. Enfin, il y a plein de solutions avec ces matelas mousse. Et c'est indestructible. Et je pense que pour moi, c'est le plus important. Ensuite, l'autre chose à prendre en compte, c'est le confort qui est très personnel, bien entendu. Moi, j'ai pas de douleur de dos, donc c'est le genre de matelas sur lequel je peux dormir. Ça me pose pas de problème, voilà. Mais j'ai pas de mal de dos. Je le conseillerais peut-être pas à quelqu'un qui a mal au dos. Je conseillerais plus de partir du coup sur un matelas gonflable. Après, en fonction de la pratique, en fonction du budget, voir quel matelas gonflable. Mais pour quelqu'un comme moi qui est enfant, par contre, le matelas mousse, ça a testé parce que voilà, ça vaut rien, c'est léger, c'est indestructible. Donc, pourquoi pas, voilà. Essayez, c'est essayer, et puis vous verrez bien. Donc j'en suis content, je l'utilise encore maintenant parce qu'en hiver, c'est le matelas que je mets en dessous de mon matelas gonflable, du coup, et ça fonctionne bien. Voilà, vraiment très content. J'ai sûrement trop parlé de ce matelas mousse, mais bon. Ensuite, un autre matelas, enfin c'est pas un matelas, c'est un pare-soleil de voiture. C'est un pare-soleil que je viens coupler soit à mon matelas mousse, soit à mon matelas gonflable. Alors ça me permet de protéger dans un premier temps mon matelas gonflable, des épines, des choses comme ça. Ça fonctionne bien. C'est très léger, vraiment très léger. Et puis pour mon matelas mousse qui a 2 de air value, pour l'augmenter un petit peu, j'estime à 2,6, 2,7. Je mets ce pare-soleil là qui rajoute légèrement de confort et un petit peu de chaleur. Ça fonctionne bien. Moi franchement je suis un adepte de ce genre de choses parce que ça vaut pas cher, c'est indestructible. Vous voyez il y a un trou là. Mais je veux dire voilà, je remets un petit bout de scotch et c'est reparti pour plusieurs saisons. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait le test au mois d'août de dormir que sur le pare-soleil. Alors, ça fonctionne pour un mois d'août. Par contre, le confort, c'est OK pour quelqu'un qui a pas mal au dos. Par contre, voilà, si vous avez des douleurs de dos, si vous avez envie de bien dormir, c'est quand même pas là-dessus que je vous conseillerais d'aller. Et puis après, il y a quand même l'humidité du sol qui se fait ressentir, même en été.
Donc ça à prendre en compte. J'avais testé aussi ce matelas à la belle étoile, c'est-à-dire que j'avais pas de temps, donc il y a peut-être aussi l'humidité qui est retombée un peu sur moi. Mais voilà, c'est quand même pas quelque chose que je conseillerais, juste pourquoi pas pour un week-end, histoire de se faire plaisir, de se lancer un petit défi, quoi. Ensuite, on va parler de la tente parce que j'en ai utilisé qu'une tout au long de l'année. Ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, ils la connaissent parce que c'est la tente que j'ai depuis que j'ai ouvert la chaîne YouTube. J'ai jamais changé de tente, hein, en réalité. Donc là, je vous le dis, ça c'est un retour qui date d'il y a plusieurs années maintenant. Six Moon Design, Lunar Solo, une tente monoparoi qui se monte avec des bâtons de marche. Il faut des bâtons de 125 cm de marche. Vous pouvez la monter à 120, mais vous allez perdre quand même pas mal en termes d'habitabilité, que ce soit en hauteur et puis aussi un petit peu en confort en termes de largeur. Donc je vous conseille quand même des bâtons qui se montent à 125 cm de marche, 125 cm tout court, pourquoi de marche, mais voilà, 125 cm. C'est du cil poli, donc ça prend pas trop l'eau, mais quand même un petit peu au niveau de la matière. C'est une tente, j'en suis très content, elle fait 740 grammes, elle repart avec moi en 2023. Faut juste que j'arrive à peut-être soit trouver quelqu'un qui sait bien coudre pour pouvoir réparer quelques endroits, quelques accros. Soit j'essaierai de le faire moi-même, mais je suis pas très doué en couture. Mais voilà, donc c'est une tente qui a vraiment énormément de vécu et qui est toujours en bon état. Je l'adore. En termes de prix, c'est quelque chose de relativement correct. Je crois qu'on est à peu près autour de 300 euros. Pour ce genre de tente là, c'est ok. Donc voilà, très bonne tente. Il y en a une revue sur la chaîne YouTube qui s'appelle Ma tente Lunar Solo, je crois, quelque chose comme ça. Mes sardines, j'en ai utilisé deux, une comme ça, je les sors pas parce que j'ai fait un bivouac hier et puis j'ai pas eu le temps de les laver pour la vidéo. Une comme ça et une comme ça, voilà, c'est à peu près la même chose. C'est des sardines très légères, c'est des sardines de chez Decathlon, j'en suis très content. Hop. Ensuite, je me suis laissé tenter par un item confort. Un item confort. C'est un oreiller gonflable de chez Action. Donc, vous savez, le petit magasin là où souvent il y a des trucs pas trop chers dedans. C'est ma mère qui m'avait envoyé un message qui m'a dit: il y a des matelas gonflables, est-ce que tu veux tester? Il coûtait quelque chose comme 2 euros. J'ai dit bah allez, pourquoi pas. Du coup, j'ai testé un petit peu sur quelques bivouacs cette année, voir si j'aimais bien. Avant d'acheter un oreiller gonflable chez Sea2Summit par exemple qui coûte une quarantaine d'euros, là ça coûte 2 euros. Alors oui, c'est plus lourd, mais pour tester, voilà. Moi je suis convaincu du matelas gonflable. Voilà, si on a encore une fois des problèmes de dos, mal au cervical, mal aux épaules, si on veut vraiment un bon confort pour récupérer, ça peut être un item intéressant à mettre dans son sac. Moi personnellement, sur mes longues distances, je le prends pas parce que je n'en ressens pas le besoin. Et généralement, en fait, ce que je fais, c'est que dans mes sacs de compression, quand ils sont vides, je mets par exemple ma doudoune qui me sert d'oreiller, des trucs comme ça. Par contre, sur mes bivouacs, quand je pars 2 jours, je fais juste un bivouac, je le prends parce que ça me rajoute du confort. Et puis généralement, quand je pars sur 2-3 jours, c'est pas grave si j'ai mon sac qui est plus lourd. Donc c'est un bon item, voilà, j'en suis content pour 2-3 euros, franchement. Pourquoi se priver? Ensuite, ça, c'était mon matelas mon sac de couchage, pardon. Ça, mon sac de couchage sur Compostelle cet été. Donc, on est parti quand? Je sais plus. Je crois qu'on est parti fin juin, début juillet, il me semble. On a fait la variante de Rocamadour par les Côtes du Quercy. Et on a eu des 43 degrés. Donc en fait, quand je suis parti, à la base, j'étais parti avec celui-là. Et je me suis dit, ça sert à rien, je vais avoir trop chaud. Je suis parti juste avec un petit sac en soie. Puis ça m'a suffi sur tous mes bivouacs, même à la Belle Étoile. Donc j'ai dormi là-dedans. Sac en soie basique, premier prix. Vraiment rien à dire de plus, à part que c'est super léger, c'est pratique, c'est lavable. C'est confortable, c'est doux, voilà. Par contre, sur Compostelle, quand il fait très chaud, c'est ok. Par contre, pas sur de la montagne, même de la moyenne montagne à 1000 mètres d'altitude, vous allez avoir froid, je pense. Nous, on avait passé l'Aubrac, donc on n'allait pas remonter en très haute altitude. Je crois que le plus haut qu'on est monté, ça devait être Rocamadour. Donc c'est pas, voilà, c'est pas très très haut.
sac de couchage. Pour terminer avec cette partie-là, j'en ai utilisé deux. J'ai utilisé beaucoup plus le Cumulus que vous avez ici. Et celui-là, c'est un Décathlon. Donc, on va commencer par aller. Le Décathlon, c'est le Trek 900, 0 degré confort en duvet, un gonflant de 800 QI, il me semble. C'est pas à moi, c'est à mon frère. Et du coup, il est un petit peu plus petit. Il est un petit peu trop petit pour moi. Mon frère, il est en taille M. Moi, il aurait fallu en L pour être plus confortable dedans. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce sac de couchage? Alors, sur tous les fois où je l'ai testé, j'ai adoré le tester. J'ai adoré l'essayer, pardon. Le 0 degré confort annoncé par Decathlon, pour moi, est réel. Quand j'ai dormi à 0 degré, j'ai pas eu froid, j'étais bien. Voilà. Après, la température confort peut varier sur tellement plein. En fait, il y a tellement plein de choses qui peuvent faire varier cette température. Votre fatigue, l'humidité, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a de la pluie, enfin, comment vous êtes habillé dans votre sac de couchage. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Mais je veux dire, dans la globalité, c'est vraiment un très très bon sac de couchage. Dans cette vidéo, j'ai l'impression que je vais parler quand même régulièrement de Decathlon. Donc, comme je vous ai dit au tout début, je ne fais pas la promotion de Decathlon. C'est juste que pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui, en termes de rapport qualité-prix, en fait, sont quasi imbattables chez Decathlon. Et même bien souvent, en réalité, niveau qualité, parce que vous allez voir, honnêtement, ce sac de couchage-là, en termes de qualité, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment un très très bon sac de couchage. Ils font aussi de très bonnes doudounes. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler, mais je veux dire, là je parle aux gens qui voudraient débuter la randonnée. Il y a des chaînes YouTube comme la mienne qui vous proposent du matériel un petit peu plus poussé, comme les sacs de couchage de chez Cumulus ou des sacs à longue distance. Mais quand vous débutez, vous n'avez pas besoin d'aller sur ces marques-là particulièrement. Après, là, le sac de couchage là n'est pas beaucoup plus cher, mais je veux dire, Decathlon, c'est très très bien pour débuter la randonnée. Et puis même moi, voilà, ça fait quand même plusieurs années que je fais de la rando longue distance. Et Decathlon, ça me convient toujours. Ils font de très très bons produits. Donc voilà, tout ça pour dire, parce que j'ai déjà, pourquoi je fais cet aparté là, parce que j'ai déjà vu des gens avoir un peu honte de dire, moi, mon matos, j'achète tout chez Decathlon. Il y a une espèce d'un peu de, je sais pas, de mépris pour Decathlon envers le matériel de chez, le matériel rando de chez Decathlon. Mais je vous assure que c'est du bon matériel. Et puis des fois, ça sert à rien de mettre 50, 100 euros de plus pour gagner 3 grammes. Voilà, donc je tenais à le préciser parce que voilà, c'est un petit peu chiant d'entendre ça. Ensuite, ce sac de couchage là, donc que j'ai utilisé dans les températures un petit peu plus clémentes, c'est un 4 degrés confort de chez Cumulus. Le modèle c'est le intense. La grosse différence avec celui de Decathlon, c'est que là, c'est pas du duvet, c'est du ClimaShield, donc c'est une matière synthétique. Moi, j'aime bien cette matière synthétique parce que ça permet en fait de le laver quand on rentre à la maison. Ça permet, quand on est en randonnée longue distance aussi, de pouvoir le nettoyer, le laver. Donc, je trouve ça agréable. Ensuite, j'ai tendance à beaucoup bouger. Je dors dans une monoparoi, donc ça veut dire qu'il y a de la condensation. Ça me permet en fait de ne pas trop me poser de questions. Si j'ai les pieds bien mouillés, ça conserve quand même une bonne partie de sa chaleur, même quand c'est mouillé. Il faut le reconnaître que c'est vraiment bien pour ça, cette matière. Voilà. Après, les autres inconvénients du coup du ClimaShield, parce qu'il y en a, c'est que c'est plus lourd par rapport à du duvet à 4 degrés. Là, j'ai peut-être 200 grammes de plus dans le dos. C'est beaucoup, mais alors là, beaucoup moins compressible que du duvet. Là, il n'y a pas photo, c'est vraiment impressionnant. Moi, ce qui me ferait repasser sur du duvet par rapport à mon ClimaShield là, c'est pas une question vraiment de poids, c'est plus une question de volume. Parce que c'est vrai que le volume d'un sac de couchage en ClimaShield, c'est un petit peu contraignant pour un 4 degrés confort. Voilà. Mais par contre, j'en suis très content, hein. C'est un sac de couchage que j'adore, qui va me suivre encore pendant des années, j'espère. Partie couchage terminée, donc vous avez vu, j'ai testé pas mal de choses, surtout au niveau des matelas. Matelas, je resterai sur mon matelas mousse, comme je vous ai dit. Ça me convient bien, à part si voilà, il faut un petit peu plus de température, matelas mousse plus pare-soleil. Et s'il faut encore plus matelas mousse, plus petit matelas gonflable de chez Decathlon. Voilà, ça sera un peu mon combo. J'aimerais bien en fait ne pas racheter de matos pour l'année prochaine. À part voilà, du matos un petit peu plus plaisir, on va dire. Voilà. Mais je vais essayer de ne pas en racheter trop.
Sac de couchage, les deux me conviennent. Donc, il y en a un qui est à mon frère, mais c'est souvent que je pars tout seul. Donc, je lui emprunte. Quand j'ai besoin d'un 0 degré confort, il me le prête. De toute façon, il n'a pas le choix. Et puis, non, puis voilà. Voilà en gros ce que j'avais à vous dire par rapport au couchage. Allez, on passe à une autre catégorie. Électronique. Partie électronique. Alors, c'est peut-être pas la partie la plus intéressante pour un randonneur, mais quoique, pour les gens qui aiment faire des images. Alors, sur la chaîne YouTube, j'ai essayé plein de choses. Je vais essayer de parler un petit peu vite fait de ma vision de ma chaîne YouTube. Très rapidement, pour comprendre un petit peu. En fait, je suis ultra partagé. Là, ça fait un mois un peu voire un mois et demi que je me bouffe un peu la vie à ça, à réfléchir vers où je veux aller, parce que je suis quelqu'un, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié dans tout ce que je fais dans la vie. En fait, comment vous expliquer, si je fais quelque chose, j'y vais à fond. Il n'y a pas de ouais, c'est bien, voilà. Non, non, c'est soit je fais à fond, soit je fais pas, parce que si c'est moyen, j'aime pas. Donc tout au long de l'année, j'ai essayé d'évoluer sur du matériel vidéo, audio, pour vous apporter de plus en plus de belles images. Où c'est que ça me bouffe la vie, c'est que à chaque fois que je me dis je vais tester ça, j'en reviens toujours au même objet, la GoPro. On va en parler. Le problème, c'est que de filmer avec un gros Canon, alors j'ai un Canon ici, donc un hybride. Le problème de filmer à l'hybride, c'est que c'est ultra inconvénient sur le terrain. C'est-à-dire que voilà, sur le terrain, c'est un petit peu, voilà, c'est chiant à mettre en place. Après, on peut filmer tout en automatique avec un hybride, mais du coup, je trouve que ça perd un peu de son intérêt. Si on filme tout en automatique, autant prendre une GoPro, j'ai envie de dire. Donc, si on filme vraiment en mode manuel pour pouvoir faire les réglages qu'on veut, pour pouvoir se faire plaisir, ça prend énormément de temps sur le terrain et je trouve que ça perd un petit peu en spontanéité lors de mes réflexions, par exemple. Euh, c'est ce que j'avais un petit peu perdu avec le fait de filmer qu'un hybride. Parce que voilà, on a quelque chose à dire sur le vif. Parce que je sais pas, il vient de se passer un truc. Voilà, il faut sortir l'appareil. Il faut mettre le trépied. Il faut régler. Ah bah tiens, on n'est pas bien focus. Il faut faire le focus, machin, machin. Et du coup, ça perd un petit peu de son côté, on va dire, naturel. Et du coup, j'en reviens toujours à la même chose, c'est la GoPro. Le gros problème qui se pose avec la GoPro, c'est que ça déforme beaucoup l'architecture. En paysage, c'est pas le problème. En architecture, c'est chiant, en sachant que moi j'aime beaucoup l'histoire. Et du coup, ça m'arrive quand même régulièrement de faire des chemins, on va dire, historiques, de faire des randonnées où il y a des beaux bâtiments, des châteaux, des choses comme ça. Et la GoPro, à chaque fois, je me dis, c'est chiant, le mur là, il est pas droit, parce qu'en fait, il y a l'optique de la GoPro qui fait en sorte que, ben voilà, c'est pas tout à fait droit. Est-ce que vous, ça vous dérange ou pas? Voilà, je vous le demande clairement. Est-ce que la qualité de la GoPro, ça vous convient? Tout ce que vous avez vu cette année est à la GoPro, parce que toutes les choses que j'ai filmées à l'hybride, ça m'a pas convenu. J'ai pas trouvé ça très très intéressant. Ensuite, j'ai testé l'autre solution de passer au S22 Ultra de chez Samsung, qui filme actuellement, un portable. J'adore la qualité, mais la stabilité quand je parle me convient pas, ça bouge. Et puis moi j'ai du mal avec les vidéos quand ça bouge comme ça. Donc voilà, dites-moi, dites-moi. Bref, allez, on part sur le retour d'expérience. Retour d'expérience, on va parler directement du drone. Le drone ici, c'est le DJI Mini 2, donc le Mini 2 de chez DJI. Là, c'est sur sa version Flymore Combo, ça veut dire que c'est le pack avec les 3 batteries en plus, juste ici. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce drone? Clairement, moi, je trouve que c'est un bel outil, c'est un bel objet, le drone. Surtout dans des vidéos de paysages, tout ça, c'est vraiment agréable. Pour mettre aussi en scène des endroits, pour faire des voix off par-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant. Par contre, je trouve ça inintéressant en randonnée longue distance. Je vais essayer de m'expliquer. Alors, j'ai fait plein de tests. J'ai fait la grande traversée de la Franche-Comté par le chemin franc-comtois avec mon frère au mois de janvier 2022, donc il y a quasi un an.
Il faisait tellement froid que de toute manière, le drone, c'était impossible de le sortir. Il faisait à peu près moins 15 degrés. Le drone, il supportait pas les moins 15 degrés. Donc la batterie se déchargeait, c'était inutilisable. Donc déjà, voilà, là, comme ça, quand il y a du froid, c'est compliqué. Ensuite, au mois d'avril, je suis reparti faire la grande traversée du Jura. Là, j'ai pris le drone avec le pack Flymore Combo, donc les 3 batteries. Là, les batteries tenaient. La nuit, j'avais entre 0 degré, c'était en moyenne 0 degré. Donc les batteries tenaient, heureusement. Par contre, sur de la longue distance, le drone est un calvaire de gestion. Là, c'est personnel encore, hein, encore une fois, parce que voilà, chacun a un peu notre manière de randonner. Moi, ce que j'aime dans la randonnée, c'est voir du paysage et puis ma journée bien avancée. Voilà, je suis quelqu'un qui fait quand même beaucoup de kilomètres à la journée. Je fais souvent, régulièrement, je fais à peu près 43-44 kilomètres par jour. Donc, je marche beaucoup. Et clairement, eh ben, en fait, quand on fait autant de kilomètres par jour, parce que c'est ce que j'aime, avoir le drone, ben, ça prend énormément de temps et d'inconvénients. Alors pourquoi les inconvénients? Je vais tous vous les citer pour moi et je vais essayer de ne pas en oublier parce qu'il y en a beaucoup hein, d'inconvénients, beaucoup plus que des points positifs. Le premier inconvénient que je vois, c'est la gestion de la législation française. Je tiens déjà à le dire pour les gens qui ne le savent pas et puis qui voudraient se procurer un drone. On n'a pas le droit de faire voler un drone partout où on veut en France, dans les villes, dans les villages, dans les lieux historiques, dans des terrains privés, dans des zones protégées, dans des zones naturelles, dans des parcs. Donc il y a vraiment beaucoup d'endroits et il y a énormément d'endroits en France où on n'a pas le droit de faire voler son drone. Je pense par exemple au GR30, au GR400, GR30, GR400, tous ces GR là en fait de toute manière si vous voyez des images au drone c'est pas légal, on n'a pas le droit. Vous allez me dire on s'en fout, on est au milieu d'une forêt, on peut faire voler le drone quand même. Je suis pas trop d'accord avec ça. Peut-être qu'au début, quand j'ai eu le drone, je me disais la même chose, mais en réalité, je me suis vite rendu compte, surtout lors de ma GTJ, que c'était pas quelque chose à faire. Vraiment pas. Quand vous traversez en fait des zones protégées où on n'a pas le droit de faire voler le drone, il y a une bonne raison, c'est tout simplement pour protéger les animaux, pour ne pas les déranger, pour pas les effrayer. Parce qu'un drone c'est ultra bruyant. Eux, ils ont l'habitude d'être au calme dans la forêt. Ou je parle de forêt, mais parce que voilà, c'est un exemple. Et puis vous allez déranger avec votre drone. Donc si le site est protégé, c'est qu'il y a une raison. Je parle du Jura parce que c'est vraiment le truc le plus marquant. Et c'est ce qui m'a vraiment fait tilter sur le drone. J'avais le droit de le faire voler, le drone. Donc j'étais dans un endroit où j'ai le droit de le faire voler. Petit aparté, pour faire voler le drone, savoir on a le droit ou pas, il y a une application qui s'appelle Drone Spot. Ça nous permet en fait de savoir où on a le droit et où on n'a pas le droit. Et encore, il y a des endroits où on a le droit de le faire voler, mais c'est sur des terrains privés, donc c'est un peu compliqué. Géoportail, sinon le site officiel du gouvernement pour savoir. Donc, pour revenir à la GTJ, ce qui m'a fait tilter sur le drone, c'est tout simplement, oui, j'avais le droit de le faire voler, mais j'ai effrayé plusieurs chevreuils avec mon drone. Et ils se sont mis à courir partout. Et ils étaient en train de manger tranquillement. Et en fait, quand j'ai fait ça avec le drone, ça m'a vraiment, mais ça m'a pas mis bien. J'étais pas content de moi. Je me suis dit, je vais en randonnée longue distance pour être dans la nature, pour essayer de voir des animaux, pour les croiser. Et puis en fait, avec ça, juste pour faire des images, en réalité, je les ai dérangés. Ils ont eu super peur. Clairement, ils se sont barrés et tout. Et du coup, je l'ai plus ressorti du trek parce que ça m'a vraiment saoulé. Je le dis vraiment, ça m'a saoulé de leur faire peur à ces animaux. Donc du coup, pour moi, c'est une aberration en randonnée longue distance. Je le reprendrai plus jamais. Je l'ai repris sur Compostelle. Je l'ai pris sur Compostelle pour le faire voler dans des endroits où je savais qu'il n'y avait pas d'animaux, où je savais que j'allais pas les déranger. Là, pourquoi pas. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros point noir. Vraiment, ça dérange beaucoup les animaux. Ensuite, le deuxième qui se rapproche, ça dérange les gens aussi, parce que si vous le faites voler d'un point de vue d'un belvédère, c'est très dérangeant, ça fait du bruit. En plus, tout le monde regarde parce que voilà, ils regardent le drone comme ça, donc c'est pas très agréable. Ensuite, c'est une gestion de l'autonomie, gestion des batteries en randonnée longue distance qui est vraiment chiante, faut le dire. Parce qu'une batterie de drone, c'est à peu près 25 minutes d'autonomie, donc c'est pas grand chose. Donc vous allez devoir au moins en prendre 2 de batterie de drone, peut-être pas 3, mais au moins 2, parce que sinon bah, vous n'allez pas pouvoir le faire voler souvent. Donc pour ça, bah, gestion de l'autonomie c'est chiant. Ensuite c'est lourd, parce que le drone là fait 250 grammes.
Ça fait à peu près, je dirais à peu près le même poids, voilà, à peu près 250 grammes. Vous prenez deux batteries, une batterie ça doit faire une soixantaine de grammes, il me semble, si je me souviens bien. Donc là, on est à peu près à 500, parce qu'il y a une batterie dans le drone, donc on est à peu près à 570 grammes. Plus il vous faut un câble, plus il vous faut au moins une hélice de rechange si vous la tordez. On est à 600 grammes le pack là, pour au final le sortir très peu. Quand vous allez le sortir, sûrement déranger les animaux. Et puis, en plus, il faut prendre en compte la météo. S'il pleut, vous n'allez pas pouvoir le faire voler. Enfin bref, il y a beaucoup d'inconvénients, je ne le reprendrai plus. Il y aura toujours des images en drone dans mes vidéos, mais je reviendrai sur mes randonnées. Voilà. Par exemple, quand j'aurai terminé ma randonnée, au lieu de rentrer directement chez moi, eh ben je m'arrêterai dans différentes gares pour faire des plans au drone dans des endroits qui m'ont bien plu, en prenant le temps d'analyser le terrain, s'il y a des animaux ou pas, si j'ai le droit de le faire voler, voilà. Comment je ferai pour le drone. Randonnée longue distance, je veux plus trop en entendre parler, ça me dérange. Ensuite, lampe frontale, j'ai utilisé la lampe frontale premier prix de chez Decathlon. Très bonne lampe frontale. C'est à pile, donc c'est une gestion à savoir. Ouais, vous prenez 2 piles avec vous, puis ça fait l'affaire. Mais j'en suis content. Elle éclaire bien, voilà, c'est suffisant. Niveau caméra, j'ai tout filmé à la GoPro Hero 9 Black avec le pack audio. Donc c'est un module audio qu'on met dessus pour améliorer la qualité du son. J'aime bien ce combo là, franchement est vraiment bien, c'est assez léger. Parce que comme je vous dis, on perd pas en spontanéité chez GoPro, c'est un avantage. C'est que voilà, hop, vous voyez un truc, vous sortez, vous pouvez le dire direct, il n'y a pas de réglage à faire, il n'y a rien. C'est cool, voilà, moi je trouve ça bien. C'est vendu avec une bombette anti-vent, le module média. Elle n'est pas très efficace, donc du coup en fait j'ai pris, alors ça dépend. Quand je ne prends pas mon micro, mon Rode Videomic juste ici, je lui vole sa bombette anti-vent. Je viens la mettre en fait sur le micro de la GoPro, comme ça. Puis je viens attacher le tout avec un élastique. Voilà, ça tient bien. Voilà, ça tient très bien. Et puis là par contre, il peut y avoir un bon vent, c'est bien efficace. Voilà, donc ça rajoute à peine de poids sur la GoPro. Mais franchement, c'est beaucoup plus efficace. Donc c'est le combo que je trouve vraiment intéressant. Le trépied, c'est un GorillaPod. Voilà, j'en suis content. C'est mon 3e cette année. Parce que ça casse quand même assez facilement. De temps en temps avec moi, si j'ai envie d'être très léger, je prends pas la GoPro, je filme mon portable. J'ai ce petit truc là, que je viens mettre sur un trépied, le GorillaPod là. Batterie de la GoPro, que je prends toujours avec le pack là. Je prends toujours deux batteries de GoPro, j'ai pas le choix. Ça fonctionne très bien. De toute manière, GoPro, c'est vraiment c'est fiable. Il n'y a pas trop de... Moi, j'ai jamais eu de problème, à part la batterie dans le froid, où c'est un calvaire, mais c'est toutes les batteries, donc c'est pour ça que je critique pas là-dessus. Un câble de GoPro en USB-A, USB-C. Voilà. Bon câble. Ceux de GoPro sont assez résistants. Ils sont très difficiles à se dénuder, donc c'est cool sur de la rando longue distance. Un câble Power Delivery de chez Anker, USB-C vers USB-C. Un chargeur mural Power Delivery de chez Anker que j'ai utilisé, voilà. Pour le moment, il n'y a rien que je jette dans mon pack électronique, je suis content de tout, à part le drone. Oreillette, des Samsung. Carte SD, voilà, rien à dire. Rode Videomic, couplé à la bombette anti-vent, voilà, ça dépend en fait le combo. Quand j'ai le portable, j'ai le Rode Videomic, et puis quand j'ai la GoPro, j'ai le module média. Voilà. Une batterie externe, Anker 20 000 mAh slim. C'est la mieux que j'ai trouvé. J'avais testé les Nightcore 10 000, mais ça met plus de temps à recharger que la 20 000 de chez Anker. Donc Anker c'est mieux, enfin, je trouve. C'est personnel encore une fois. C'est comme pour le drone. Hein. Je peux paraître cru, mais c'est personnel. Voilà. C'est une expérience personnelle que j'ai eue avec les chevreuils que j'ai dérangés. Ça m'a un peu tilté. Donc c'est vrai que je suis un peu plus négatif. Pour ranger, au début, je rangeais tout dans la pochette du drone, la DJI là, que vous avez quand vous achetez le drone. C'est pas étanche, c'est lourd, voilà, c'est pas prévu pour de la rando longue distance. Donc je me suis fait faire fabriquer en fait à la même dimension, parce que la dimension là me convenait bien.
une pochette de chez French Light Outdoor, c'est un petit artisan français, en EPL 200, donc c'est un tissu 100% étanche. La pochette, je l'ai déjà mis sous l'eau dans tous les sens, il n'y a pas de goutte d'eau qui rentre, donc c'est étanche, ça protège bien mon matériel. Et dedans, je lui ai demandé en fait qu'il rembourre avec des mousses, un petit peu comme pour cette pochette là, en gros. C'est ce qu'il m'a fait, donc j'en suis content. Voilà, je suis très content. Je vous ferai peut-être une présentation, pourquoi pas. Et puis maintenant, voilà, mon matériel, je range là-dedans, c'est ultra léger, ça fait 48 grammes, je crois. C'est vraiment, c'est génial. Voilà pour le kit électronique. Désolé pour les fanboys du drone, mais voilà, moi je trouve que sur de la rando longue distance, si on peut éviter de le prendre, revenir après pour faire des plans, si on veut faire un truc un peu travaillé, pourquoi pas, mais voilà, dans des zones protégées, tout ça, ça me dérange. Et catégorie vêtements, très grosse catégorie. Dedans, j'y inclus les vêtements de pluie, les vêtements vraiment doudoune et tout, et les chaussures, mais les chaussures, je les mettrai après. Alors, bah, toute la saison, j'ai utilisé deux caleçons de chez Decathlon en laine mérino. C'est des bons caleçons, voilà, je vous les recommande. Je vais vous montrer un petit peu. Ils ont vieilli quand même en un an de marche. Voilà, je pense qu'on voit bien. Je vais mettre ma main, vous allez mieux voir. Ils ont vieilli, mais bon, j'ai quand même beaucoup marché. Donc, je trouve que c'est correct. Voilà, pour une année de marche, c'est quand même correct. Ensuite, j'ai utilisé un pantalon en polaire de chez Decathlon pour mes bivouacs un petit peu plus frais, notamment là au mois d'octobre sur Saint-Jacques. C'est cool, c'est confortable, voilà. C'est léger, c'est confortable, après c'est pas très polyvalent. Sinon, alors ce que j'utilise le plus, là c'est toutes les saisons, même l'été, c'est vraiment le truc que j'ai utilisé le plus en termes d'habits avec un autre. C'est ce leggings, ce collant en laine mérino, vous voyez, ça c'est l'entrejambe, hein, voilà. Alors, en laine mérino de chez Decathlon, ça fait 3 ans que je l'ai. Donc ça date, hein, puis vous avez vu, bon, il a abîmé en dessous, mais ça se recoue. 3 ans que je l'ai, pour moi, ça, c'est ce que j'utilise la nuit, le matin pour partir. Ça tient chaud, c'est super confortable, ça pèse pas trop lourd, 170 grammes. C'est assez compact, enfin, c'est vraiment génial. Moi, je trouve ça génial. Ça remplace mon pantalon de marche, parce que je marche très rarement en pantalon, à part vraiment l'hiver, sur janvier-février. Voilà. Mais sinon, toute l'année, je suis en short, donc je mets toujours ça en dessous le matin quand je pars. Et pour comparer un peu les deux, en fait, c'est un peu la même utilité, parce que les deux, j'utilise la nuit pour dormir. Par contre, ça, c'est pas du tout, polyvalent, parce que vous pouvez pas le mettre sous un short. Que ça, vous pouvez. Donc, à choisir, prenez plus le legging sans mérino. Ensuite, en couche chaude, bah, doudoune. De chez Cumulus en Climat Shield Apex, comme pour mon sac de couchage, j'en suis très content. Très très bonne doudoune. Un haut en mérino manche longue de chez Decathlon. Voilà. Pour les bivouacs assez frais, que du coup je combine avec le pantalon en polaire. Ça, c'est plus pour l'hiver, les choses comme ça. J'utilise pas en 3 saisons, j'utilise vraiment là maintenant, décembre, janvier, février. Polaire premier prix de chez Decathlon, c'est la plus simple, je crois. Il y en a une encore plus simple sans zip, mais c'est la polaire que j'utilise en rando longue distance. C'est vraiment celle que j'utilise le plus parce que c'est la plus légère que j'ai, c'est la plus compacte, elle tient très très bien, elle tient bien chaud, elle se lave facilement. Enfin voilà, c'est ma polaire de trek, quoi, vraiment. En couche chaude, du coup en trek, j'ai cette polaire là, cette doudoune là, le legging sans mérino que vous avez vu, que je mets en dessous d'un short. Le short comme celui-ci, voilà, ben, je vais vous montrer. Voilà, ça, c'est le short basique, short de course. Normalement il est noir, là je l'ai en gris, mais c'est un short basique. Voilà. Micro polaire là ce coup-ci avec un zip ventral. J'utilise tout le temps sur mes randonnées de 2-3 jours. J'utilise pour travailler, pour faire mon jardin, pour aller courir, pour tout faire en fait. C'est ma micro polaire que j'utilise tout le temps, à part sur des randos longue distance, mais sur des randos de 2-3 jours je l'utilise. Mais au-delà, je privilégie cette polaire là qui est aussi chaude et plus légère. Voilà. Celle-là, elle est beaucoup plus lourde, elle doit faire 200 grammes de plus.
Elle vient de chez Go Sport. Par contre, c'est vraiment, elle est extraordinaire cette polaire. Ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Elle a rien du tout. En couche, en première couche, alors j'en ai utilisé 3. J'ai testé 3 trucs. Pour moi, mon préféré, Polo en Merino de chez Decathlon. Là, c'est pareil, ça fait à peu près 4 ans que je l'ai. Il n'a pas bougé, il n'a rien. Par contre, il a une odeur. Je ne vous fais pas un dessin. Il sent la transpiration malgré que je le lave à la machine. Ça fait 4 ans que je l'utilise intensément pour faire du sport, pour mes randonnées longue distance, pour mes randonnées à la journée, pour tout en fait. Hein. J'adore ce polo. Il coûte 35 euros, c'est vraiment un truc de fou. Il est ultra résistant. Après, voilà, au bout de 4 ans, il a imprégné. Voilà, il a imprégné d'une odeur et puis on ne peut plus l'enlever. J'utilise encore. Mais voilà, c'est pas agréable parce que quand je le mets là, j'ai l'impression qu'il est sale alors qu'il bon, il est propre, il sort de la machine. Mais il a imprégné. Sinon, j'ai testé de marcher quand même. À la place de ça, je m'étais dit, ça c'est moins. Ça c'est plus léger. Ça tiendra moins chaud cet été sur Compostelle. T-shirt en synthétique, j'ai détesté. Une horreur. J'aime pas. C'est plus léger, ça sèche plus vite. Mais par contre, la peau, c'est vraiment, ça m'a mis des plaques là sur les épaules. Ça m'a mis des plaques. Non, j'ai pas du tout aimé. Du coup, bah, en fait, j'ai échangé et j'ai pris, suite au conseil de Damien Laventure, une chemise synthétique UPF 50, donc qui protège bien du soleil. Ça, c'est pour juillet-août, voilà, pour quand ça tape bien fort. Avoir des manches longues, c'est pratique pour pouvoir prendre des coups de soleil. Avoir un col pour pouvoir se protéger la nuque. De chez Mammouth, j'en suis très content. Après, c'est pas le truc avec lequel j'ai le plus marché, donc j'ai pas non plus un gros retour d'expérience. Du peu que je l'ai utilisé, elle est en très bon état, elle a strictement rien, elle est neuve. Je l'ai utilisé sur quoi? À peu près 400 km, voilà. Et elle n'a pas bougé, j'en suis très content. C'est la chemise que je reprendrai en juillet-août l'année prochaine. Voilà. Ensuite, bah, des gants, premier prix de chez Decathlon. Mes guêtres, c'est des guêtres Evadict, donc de course à pied, que je mets quand j'utilise mes chaussures. Voilà, j'aime bien. C'est des bonnes guêtres, rien à dire. Ça, faut que je leur colle. Voilà, c'est des bonnes guêtres que vous mettez ça sur la chaussure en fait, et puis ça vient tenir en fait le scratch ici. Voilà. Guêtres basiques, bonnes guêtres. Chaussettes, j'en ai utilisé 2 paires. Décathlon en laine mérino pour dormir. Voilà. Une bonne chaussette. Et puis pour marcher, j'ai pas la paire parce que je sais pas ce que j'en ai foutu. Elle doit être là-bas dans mes affaires. Pour marcher, Icebreaker en laine mérino. J'adore ces chaussettes. Je les reprendrai en 2023 les 2 paires. Sauf peut-être la Icebreaker. En fait, j'aimerais bien me trouver la sœur jumelle, mais en courte parce que je marche avec des TX4 et ça me sert à rien en fait, ce bout de tissu du coup là quoi. Voilà, ça me sert à rien. Puis quand il pleut, c'est mouillé et puis du coup c'est pas très agréable. Je saurai pour les autres années, chaussettes longues quand on a des chaussures courtes, ça sert à rien. Une casquette Patagonia avec un filet. Alors ça c'est pour toutes les saisons, sauf juillet-août quand il fait trop de soleil. Je privilégie le chapeau en UPF 50 qui va bien avec la chemise. Voilà. Juillet-août, chemise manche longue, chapeau UPF 50 pour bien protéger la tête. Un tour de cou, là aussi c'est pour l'été en UPF 50 qui me permet de bien me protéger aussi. Donc en fait ça on va dire que c'est ma tenue d'été quoi. Voilà, ça c'est ma tenue d'été avec un short tout simple. Et pour les autres saisons que juillet-août, un tour de cou en mérino. Voilà. En fait j'adapte ma tenue en fonction de quand je marche. Et voilà, arrivé fin juin jusqu'à début septembre, je privilégie des chemises manches longues, des chapeaux UPF 50, des tours de cou UPF 50, voilà, des choses comme ça pour me protéger bien du soleil et puis voilà, pouvoir avoir moins chaud parce que la chemise peut paraître en fait plus chaude qu'un t-shirt, mais en réalité non, parce que ça protège vraiment la chaleur et on sent la différence quoi. Donc voilà. Bon, je suis content de tout. En réalité, j'ai pas fait d'achat inutile dans mes habits. Je suis vraiment content de tout parce que tout a son utilité. À un moment donné, en fait, je ressors toujours un item parce que bah, voilà, les saisons évoluent, ça change. Donc,
Là-dedans, en fait, il n'y a rien acheté. Voilà, j'utilise tout. Je vais vous présenter ensuite la suite, hein, les vêtements de pluie. Je ne sais pas où les mettre, alors je vous les montre ici. Les bâtons de marche que j'ai utilisés toute l'année. Black Diamond, distance FLZ en alu. 3 brins, donc ça veut dire qu'ils se replient comme ça, en 130 cm. Comme ça, je peux monter ma tente facilement. 125 cm, pardon. Ils ont lâché, là, ils ont lâché au mois d'octobre. Donc là, j'ai plus de bâtons de marche. J'ai des vieux bâtons de marche que j'utilisais avant. Premier prix de chez Amazon. Le problème, c'est qu'ils se tordent un petit peu quand je monte ma tente avec. Donc il faudra que j'en retrouve. En fait, c'est des bons bâtons, mais ils sont pas durables. Donc, j'ai pas grand chose à dire de plus sur les bâtons Black Diamond. Là, c'est des bons bâtons. Ils sont agréables. Voilà, à la marche, ils sont vraiment bien. J'aime beaucoup. Mais ouais, ils sont vraiment pas durables du tout. En tenue de pluie, donc ça dépend. Un petit peu comme pour les vêtements. J'adapte en fonction de où je vais et de la météo. Pantalon de pluie, premier prix de chez Decathlon. C'est un bon pantalon de pluie, disons qu'il vous protège de la pluie. Le problème, c'est que c'est un sac poubelle parce que c'est pas du tout ventilé. Donc vous allez transpirer. Voilà. Donc au final, vous n'allez pas être mouillé de la pluie, mais de votre transpiration. Donc j'en suis pas spécialement content. Voilà. Ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Si comme moi, vous n'avez pas envie de mettre 100 balles dans un pantalon de pluie, ça fonctionne. Ça fait l'affaire. Mais il faut essayer de réduire la cadence pour moins transpirer. Mais sinon, en tant que protection du vent, de la pluie, c'est voilà, c'est bien, ça coûte 15 euros. C'est plus lourd par exemple, un Moonbell. Mais ça coûte 15 balles. Voilà. Ma veste de pluie, c'est une Moonbell. Voilà, il y a une revue sur la chaîne aussi. J'en suis très satisfait, vraiment très content. Ça fait à peu près 3 ans que je l'ai, je crois. Avec des ouvertures mécaniques au niveau des aisselles. Donc là, ça ventile bien, on ne transpire pas sous la veste. Niveau protection de la pluie, ben, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais été mouillé. Et puis, non, rien à dire de plus. Il y a une revue sur la chaîne, j'en suis très content. Donc ça, c'est ma tenue quand je pars en montagne, pantalon de pluie, veste de pluie. Ça fonctionne bien. Hop, ensuite, quand je pars sur de la petite montagne, gentille, et puis quand je pars sur de la plaine, Compostelle, des choses comme ça, je pars avec un poncho. Poncho en taille XL, donc c'est un petit peu trop grand pour moi, mais c'est fait exprès, comme ça je peux mettre mon sac à dos, je peux mettre mon matelas mousse, je peux tout mettre en dessous, donc ça protège bien mes affaires. Je suis très content de ce poncho. C'est pas un poncho minimaliste, hein, par contre il n'est pas spécialement léger. Mais voilà, c'est un poncho qui a un zip à ce niveau-là, ça permet d'aérer, ça c'est cool. Et c'est un poncho qui a des manches. Et donc un poncho qui a des manches, bah, c'est vraiment agréable à mettre, c'est plus simple. Ça, voilà, ici vous avez un élastique, j'en suis content. Et puis vous avez un élastique au niveau de la taille aussi, ce qui permet, et ça c'est cool, ce qui permet de venir en fait, le rouler pour vous faire juste par exemple une veste coupe-vent. Et ça c'est top parce que moi ça m'arrive souvent, il n'y a pas de pluie mais juste il y a un petit peu de vent frais. Et puis avec un poncho on a la flemme de le mettre parce qu'en plus ça aide pas trop contre le vent. Mais avec ce poncho là, si, c'est vraiment bien parce que ben voilà, il y a un élastique, il y a des manches, donc on met et puis on roule, et puis avec les élastiques on vient serrer, ça permet de faire une veste de pluie, c'est cool, j'aime bien, c'est pas mal. Donc forcément le poncho c'est plus léger que la veste de pluie et le pantalon de pluie. C'est pour ça que quand je peux, je privilégie le poncho et ça protège aussi les autres affaires, donc voilà, pourquoi s'en priver quoi. Niveau des chaussures, j'ai pas utilisé grand chose. J'ai utilisé des Loa, les Renegade. J'ai pas pu vous les monter. C'est des chaussures montantes en Gore-Tex parce que je les ai utilisées hier et elles sont trempées. Donc j'ai pas pu vous les monter. Mais globalement, c'est des chaussures, même si là on les a pas, que j'utilise que pour l'hiver. Voilà, quand je vais faire de la raquette à neige, pardon. Voilà, des choses comme ça. Mais on va dire pour marcher mes rangs de longue distance, ça se concentre ici. Alors, claquettes. J'en utilise pas sur mes rangs de longue distance où je sais que je vais pas utiliser beaucoup de fois les campings et les gîtes. Principalement, ces claquettes-là, c'est les claquettes de Sharkline Design, 40 grammes. C'est tout léger. C'est pratique parce que c'est pas volumineux. C'est très moche. C'est pas fait pour marcher. Mais voilà, dans un sac, c'est pas volumineux. Pourquoi je prends ça juste sur Compostelle en réalité? C'est que ça me permet, sur Compostelle,
de ne pas aller dans les douches communes à pieds nus. Voilà. Et dans les gîtes, pareil. Ça me permet dans les gîtes d'avoir quand même des petites claquettes. Voilà, pour marcher, puis pas être à pieds nus, puis pouvoir aussi enlever les chaussures avec lesquelles on a marché toute la journée. Dans les campings, bon, c'est un peu moins contraignant parce que on peut être à pieds nus à sa tente, mais dans un gîte, généralement, il faut laisser les chaussures en bas ou à l'entrée, et puis du coup, on se retrouve en chaussettes, pieds nus. Donc, c'est quand même cool d'avoir des petits claquettes comme ça. Donc, j'utilise ça sur Compostelle. C'est cool, ça fait l'affaire. C'est pas beau, mais par contre, c'est ultra léger, ça prend pas de place. Voilà. Pour marcher, j'ai fait le choix de 2 chaussures cette année. J'ai commencé l'année avec les Salomon Ultra Pro. Voilà, c'est des chaussures que j'utilise encore aujourd'hui pour courir. Par contre, pour marcher, elles n'ont pas duré. Vous voyez, je ne sais pas si on va voir à l'image là. Voilà. Elles ont un gros trou, un trou énorme. Les semelles se sont affaissées très rapidement. Il n'y a plus de grippe. Ensuite, c'est des chaussures assez minimalistes. C'est que du mesh. Ça veut dire qu'à la moindre petite goutte d'eau, vous allez avoir les pieds mouillés. Par contre, c'est ultra confortable. Moi, j'ai adoré ces chaussures. Pourquoi j'ai changé pour partir sur des TX4 de la Sportiva? C'est une question de durabilité, d'argent, surtout d'argent, puis de durabilité de la chaussure. Voilà, pas avoir à acheter 50 fois des paires dans l'année. Parce que voilà, c'est les chaussures, on va dire, allez, 600 km et puis elles étaient mortes, quoi. Donc, c'est un petit peu décevant. Ensuite, c'est des chaussures avec lesquelles il faut avoir l'habitude de marcher. Il n'y a pas de frein, c'est-à-dire alors, désolé, TX4, elles sont dégueulasses, mais voilà, j'ai essayé de les laver comme je pouvais. Vous voyez ici, là, il y a un frein. Ça veut dire que quand vous glissez, les TX4, elles vont bien vous retenir dans une descente, par exemple. Par contre, les Salomon, c'est tout plat. Donc, ça glisse plus. Même si la semelle est bonne, ça a tendance quand même à moins... Voilà, ça glisse plus. C'est fait pour courir, hein, c'est pas fait pour avoir des gros sacs sur le dos. Donc, très bonne chaussure. Je vous les recommande. Par contre, voilà, il faut savoir que c'est pas durable. Et puis les TX4 bien dégueulasses, juste ici. Ben voilà, c'est mes chaussures, du coup, on va dire un peu phare maintenant. C'est Fabien de la chaîne Grandeur Nature qui en a parlé. Et puis voilà, je me suis laissé tenter. Je me suis dit, ça a l'air vraiment bien. C'est des chaussures qui sont pas en Gore-Tex, donc qui sont en cuir, voilà, du cuir basique. C'est les chaussures que j'utilise tout le temps, je les utilise encore maintenant, à part dans la neige. Où là je mets mes grosses chaussures, comme je le disais, les Lowa, les Renegade. Mais sinon, tout au long de l'année, j'utilise ces chaussures, j'adore. C'est une dinguerie, quoi, c'est juste génial. C'est ultra confortable, un petit peu moins confortable que les Salomon. Ça sèche moins vite que les Salomon. Après, ça prend l'eau moins vite, mais ça sèche moins vite. Donc voilà. Par contre, en termes d'adhérence sur le terrain, il n'y a pas photo. TX4, c'est c'est supérieur. Je ne sais plus parler. J'en peux plus de parler en même temps. TX4, le gros avantage, c'est qu'il y a des pare-pierres sur le côté et devant, derrière. Là, il n'y a pas. Hein. Si vous tapez un petit peu, vous allez le sentir. Voilà, on va dire que c'est quand même plus adapté à de la randonnée, les TX4, j'en suis très content. Elles vont me suivre en 2023, et puis si jamais ce paire-là me lâche avant mes grosses randonnées, ben, je rachèterai des TX4. Voilà. Après, attention, il faut les tester avant les TX4, parce que moi j'ai dû prendre une pointure et demie en plus. Là c'est... D'habitude, je mets du 44. Donc, chez Salomon, je mets du 44. Et là, c'est du 45,5, la Sportiva. C'est pas qu'en fait, en longueur, elles me vont pas. Mais en largeur, par contre, j'ai un pied qui est assez large. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les La Sportiva ont explosé à ce niveau-là. Puis là, on voit que ça entraîne de... Voilà, au niveau de la largeur du pied, ça pète. Et on voit aussi sur mes TX4, à ce niveau-là, qu'ils commencent à prendre cher. C'est que j'ai un pied large. Et donc, du coup, j'ai dû prendre une pointure et demie en plus. Donc, moi j'ai été dans un magasin quand même pour les tester. Donc, on va terminer cette vidéo par kit cuisine et kit réparation, pharmacie, hygiène. Alors, on va faire la cuisine avant. Au niveau du contenant en eau, j'utilise mon Katadyn Bifree, voilà, 600 ml. Une petite flasque Kalenji de 500 ml. Ce qui me donne 1 litre, à peu près un petit peu plus d'1 litre, 1 litre 100
de contenant pour mon eau. Ensuite, avec moi, dans mon sac, j'ai toujours de quoi avoir plus. Généralement, j'ai une bouteille en plastique. Une bouteille en plastique de 500 ml que je mets dans le sac, ce qui me permet de mélanger des choses. Par exemple, mélanger un café, mélanger un truc. Là, j'ai pas, parce que c'est une bouteille en plastique. Mais du coup, sur moi, j'ai toujours 1 litre, allez, quasi 2 litres de contenant. J'ai jamais eu besoin de porter plus. Par contre, c'est sûr que voilà, si un jour je vais faire un truc plus poussé où il y a moins d'eau, je prendrai sûrement une poche à eau platypus que je remplirai tout au long de la journée si j'ai besoin ou quelque chose comme ça. Pour le moment, j'ai toujours fait comme ça sur toutes les randonnées que j'ai fait, ça a toujours bien fonctionné. À peu près 2 litres d'eau de contenant. Ensuite, kit cuisine, ben, un réchaud BRS 3000T que j'ai utilisé, ça fait plusieurs années que j'utilise. Voilà, rien à dire de plus, c'est un petit réchaud, j'en suis content. Oui, non, rien à dire de plus, c'est un bon réchaud. Popote Tox 750 ml en titane, très bonne popote. Le retour que que je pourrais faire dessus, c'est que j'aurais pu l'acheter en 550 ml au lieu de 750 ml à l'époque. Je vais pas en racheter une parce qu'elle me convient très très bien, elle est toute neuve. Mais c'est vrai quoi, 750 c'est peut-être un petit peu trop gros. J'aurais pu prendre un 550 histoire de gagner du volume dans le sac et un petit peu de poids. Mais clairement je vais pas en racheter une. Donc voilà, mais je mets ça là comme ça en vidéo. Bonbonne de gaz, bah, j'ai utilisé des bonbonnes de 100 grammes tout au long de l'année. Une petite étoupe comme celle-ci là en microfibre, ce qui me permet d'essuyer ma vaisselle et aussi de ranger mon réchaud dedans pour protéger le réchaud, mais surtout voilà, pour pas que ça fasse du bruit quand ça bouge dans la popote, parce qu'en fait tout va à l'intérieur. Voilà, hop, un briquet, mon couteau, voilà, c'est un tout petit couteau. Voilà, de chez La Guiole. C'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit, mais c'est ultra léger, c'est tout petit, c'est pas volumineux. Ce qui me permet en fait de le mettre dans la popote. Voilà. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce que je l'utilise pas. Hop, voilà. Une cuillère. Voilà. Une cuillère. J'aimerais bien trouver une cuillère qui rentre dans ma casserole, mais voilà. Voilà en gros mon kit cuisine. Donc c'est très léger. Ensuite, le kit pharmacie, j'ai mis un tupperware ici parce que j'hésite à partir par la suite avec un petit tube comme ça, une cuillère, un couteau. J'hésite à partir comme ça par la suite et enlever ça en fait. Ça, ce qui me fait gagner, prendre du volume en plus, par contre gagner beaucoup de poids, au moins 150 grammes. Parce que je me suis rendu compte tout au long de l'année que j'avais du mal à manger chaud en randonnée. Parce que on ne peut pas vraiment cuisiner des trucs appétissants là-dedans. Hein. C'est souvent du lyophilisé. Lyophilisé, c'est bon, ça ne me dérange pas. Mais c'est ultra cher. Et puis après, voilà, faire de la semoule là-dedans, c'est pas bon. Des pâtes sans rien, c'est pas bon. Du coup, ça m'ennuie en fait. Parce que généralement, je la porte et je l'utilise jamais. Donc voilà, j'hésite à partir là-dessus. Ce qui me permettrait d'avoir un tube comme ça. Donc là, c'est un retour d'expérience. Je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pas, donc je vous donne un retour d'expérience là-dessus. Par contre, je ne vous donne pas un retour d'expérience sur la façon de manger froid en randonnée, parce que je ne l'ai pas encore testé. J'ai fait des randonnées sans manger chaud pendant plusieurs jours, mais pas assez pour donner un retour d'expérience concret. L'idée, c'est quand même de prendre un briquet, parce que voilà, il y a des fois, il y a des petits refuges, des trucs sympas où on peut se faire un petit feu. Donc, quand même prendre un briquet, ça coûte rien, c'est pas trop lourd. Un couteau bah, pour couper quand même la viande, le saucisson, les choses comme ça. Et une cuillère quand même pour pouvoir manger. Prendre un tupperware quand même pour pouvoir, bah, par exemple, mélanger le matin des flocons d'avoine avec, je sais pas moi, du beurre de cacahuète, enfin des trucs comme ça. Et ce qui permet aussi d'avoir un contenant pour ranger de la nourriture. Voilà, faire gonfler de la semoule froide parce que de toute manière, voilà, autant se faire au pire un taboulé, un truc comme ça, enfin je sais pas. Voilà. Je mets ça comme ça. S'il y en a qui le font de cette manière-là, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Le retour de manger froid en randonnée, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas mal.
Ensuite, et ben pour terminer, kit hygiène et pharmacie et réparation. Je pense pas avoir grand chose à dire là-dessus, donc ça va aller vite. Papier toilette, voilà, basique. Niveau serviette, j'utilise deux choses. J'utilise une serviette comme ça pour le corps, voilà, pour m'essuyer, tout simplement. Une serviette en microfibre de chez Action. Je l'ai recoupé, je l'ai recousu, et puis j'en ai profité pour prendre une chute en fait, pour me faire un mini gant de toilette, voilà. Ce qui me permet, quand il n'y a pas trop d'eau, de plus facilement me savonner, et puis ça permet aussi d'économiser du savon. C'est pas mal, moi j'en suis vraiment content. C'est des petites choses comme ça, mais qui apportent beaucoup. Pop, voilà, c'est vraiment bien. Ensuite, on va tout vider comme ça, pop pop. Niveau réparation, un bout de tissu pour ma tante. C'est tout ce que j'ai en réparation. Je prends rien d'autre. Avant, je prenais des patchs pour matelas, mais du coup, j'ai plus de matelas gonflables, donc j'en prends plus. Je prenais du scotch là-dedans, mais mon scotch en fait est entouré autour de mon trépied. Vous ne le voyez pas parce que le trépied il est là, en fait, en train de je l'utilise, voilà. Parce que mon scotch de réparation pour faire tenir des choses est sur mon trépied, donc il n'est plus dans le kit réparation. Qu'est-ce que je mettais aussi? Un bout de corde pour réparer un lacet, quelque chose comme ça. Et en fait, ce bout de corde me sert de haut-banc. Ce que j'ai fait, c'est que le haut-banc de ma tante, je sais qu'il y a un bout, voilà, il y a un bout que je peux couper pour remplacer un lacet, parce que c'est un haut-banc que j'ai fait exprès un petit peu trop long. Voilà, comme ça, je sais que je peux couper un petit bout de ma corde de haut-banc. Et voilà, c'est prévu pour, j'ai fait exprès. Ça me permet de ne pas l'avoir là-dedans. Voilà. En termes de poids, ça ne change rien, mais ça me permet de ne pas l'avoir là-dedans. Ça, c'est une petite boîte en plastique d'oreillettes. Voilà, mes oreillettes de tout à l'heure, je vous ai montré. C'est pour mettre mon savon d'Alep. Voilà. Généralement, savon d'Alep, je prends à peu près 50 grammes. Ça me suffit, 50 grammes pour à peu près 3 semaines. Voilà. Avec la technique du gant de toilette, c'est largement suffisant. Franchement. Ensuite, après, c'est des cachets basiques. Parce que vraiment, de l'Ipafix, une compresse, de la crème NOC pour les pieds, une crème pour tout ce qui a échauffement, douleur tendineuse, des choses comme ça, des compides, Doliprane. Si ça, c'est intéressant. Ça, voilà. En réparation, j'ai toujours à peu près 1 gramme de glu. Ça c'est cool. Ça peut réparer une semelle de chaussures et tout. Ça fonctionne bien. Pansement si on se coupe un petit coup. Sérum Phi, Collyre, antidiarrhéique, anti-vomissement. Cachet pour les allergies, parce que j'ai tendance à faire des allergies quand il y a beaucoup de pollen. Une petite brosse à dents. Un tire-tic. Tire-tic, note à moi-même, du coup j'en profite. Il faut que j'en prenne un deuxième qui est aussi plus gros, que je prenne celui-là et un plus gros. Parce que ça m'est arrivé d'avoir un tic, un ou une tic, je sais jamais, qui était trop gros pour celui-là. Donc c'était un peu chiant. Et ensuite aussi, le petit truc intéressant, de l'huile essentielle. Ce qui remplace on va dire un peu ça repousse pas mal les tiques, les moustiques, ça fonctionne bien. Je mets vraiment une petite goutte au niveau des poignets, au niveau des chaussettes pour les tiques. Ça fonctionne bien, vraiment. Je vois la différence quand je la mets, quand je la mets pas. Une bonne huile essentielle, ça sent bon en plus. Par contre, avec ce genre de petits trucs, il faut faire attention que ça coule pas dans le sac. Parce que si ça coule dans le sac, ça va sentir fort pendant plusieurs mois. Voilà, je range tout dans un ziploc. Voilà. Pas forcément pour protéger de la pluie, mais pour que ça soit bien rangé, quoi. Après, je m'amuse pas à tout bien ranger dans le sac de pharmacie, je m'en fous un peu honnêtement. Je mets tout là-dedans, comme ça, pop, 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 pop. Voilà. Je vais faire comme si j'étais entré pour vous donner l'astuce, quoi, on va dire. Généralement, ma pharmacie, elle est rangée comme ça. Et en fait, mon savon et mes serviettes, je les mets dans mon sac, dans mon filet de devant du sac, comme ça. Dès que je peux me laver, j'ai le savon et la serviette à portée de main.
C'est pour ça que je ne mets pas là-dedans. Ça me permet, voilà, dès qu'il y a un endroit où je peux me laver, je me lave. Et puis aussi dans le kit hygiène, petite astuce, je l'utilise, mon Katadyn Bifree, mon filtre pour me faire une douchette. Parce que quand on a les cheveux longs, c'est un peu chiant. Du coup, je le remplis d'eau, et puis ça me permet, voilà, ça me permet en fait d'avoir une espèce de douche. Ça fonctionne bien. Avec le Bifree, ça fonctionne bien. Après, avec un Bifree un peu usagé, bof, faut qu'il y ait du débit, quoi. Bah voilà, la vidéo est terminée. Bah franchement, bravo à ceux qui sont encore là, qui ont tout regardé. Bah, c'était une vidéo un peu retour d'expérience. Moi aussi qui me permet bah, en fait d'en parler pour me souvenir un peu de l'expérience que j'ai acquise cette année au niveau du matériel. Voilà, c'était un peu aussi un espèce de tuto pour les gens qui débutent par exemple, pour voir un peu ce que j'en pense de tout ça. Il n'y a pas beaucoup de matériel, vous avez vu, dont je suis pas content. La plupart, je vais réutiliser. En réalité, c'est pas du matériel, je suis pas content, c'est du matériel que je me dis, je peux peut-être améliorer ou carrément enlever de ma liste de matériel, comme bah, la popote, là, le kit cuisine. J'en sais rien, pour le moment, rien n'est fait, mais voilà, c'est ce genre de truc. Le drone, par exemple, où là, vraiment, j'ai eu une expérience plutôt mauvaise avec. Voilà, des choses comme ça. Le matelas, voilà, c'est ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager, à la commenter, à l'aimer. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.